Salut à toutes, salut à tous, salut à moi, c'est Meds, et aujourd'hui, fini les roguelikes, je vais vous parler de la dématérialisation du jeu vidéo, parce que voyez-vous, j'ai une autre lubie. La collectionnite. C'est une collectionnite aiguë, forcément, on parle de jeux vidéo, on parle d'œuvres exclusivement dématérialisées, des amas de bits, d'octets et de lignes de code qui créent un tout intelligible à l'arrivée, mais qui n'ont aucune forme physique en tant que telle. Et comme pour tous les types d'œuvres qu'on essaye de capturer sur un support de stockage physique, il y a toujours un connard qui va vouloir tout collectionner derrière. Et je vous le dis sans chichi, ce connard, c'est moi. Alors, comme d'hab avec les... Regardez-moi ça comme c'est beau, putain. Alors, comme d'hab avec les collections, posséder tout ce qui existe, c'est une chimère, mais voilà, il y a quand même une fierté à posséder à minima les œuvres qu'on estime le plus au format physique, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ça remplit joliment les étagères. Non mais, franchement, mieux que YouPorn. Mieux que YouPorn ? Moi, franchement, mieux que YouPorn. Ensuite, on a l'impression de posséder quelque chose chez soi, hein, c'est important, quand on claque 60 balles d'avoir un objet dans les pattes. Et puis surtout, même si tout ce qui compte c'est ce qui est sur le disque en lui-même, au moins notre accès à ce qu'il y a sur le disque, ça dépend que de notre accès au disque lui-même. Ça paraît con, je vous l'accorde, mais c'est important de faire la précision parce qu'aujourd'hui, c'est plus tant le cas. Et oui, peu importe votre affinité avec le jeu vidéo, ça vous aura pas échappé, toutes les œuvres auxquelles on tient se retrouvent ramenées à leur statut de données, accessibles à tout moment via notre seul accès à internet. Séries, films, musique et donc jeux vidéo, on tient plus à posséder ces données sur un support à la maison et pour beaucoup, le streaming est amplement suffisant. L'idée, c'est qu'Internet, c'est devenu l'équivalent d'un seul gros support de données presque infini, comme un seul gros CD, accessible par tout le monde, tout le temps, à la seule condition d'y être connecté, quoi. Et c'est pour ça que j'ai précisé ça plus haut d'ailleurs, l'accès à notre boîtier physique, il est pas conditionné de la même manière que notre accès à Internet. Alors, c'est quoi le mieux, c'est quoi le pire ? En vérité, c'est pas si simple, il vaut mieux se poser la question de savoir quels sont les bons et les mauvais côtés de chaque option, comme ça on peut décider en fonction. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui, parce que visiblement, je fais pas partie de la majorité à l'aise à l'idée de plus rien avoir chez soi. Aujourd'hui, Disney+, Deezer ou Steam ont largement supplanté les ventes physiques de DVD, CD ou jeux vidéo pour beaucoup, et en vrai c'est pas si surprenant. L'INSEE nous dit qu'en 2000, on a 12% des foyers français qui sont équipés d'internet, soit un peu plus d'1 sur 8, alors qu'en 2010 on est à 64%, c'est-à-dire quasiment 2 sur 3. Et en 2023 c'est encore pire, Eurostat nous donne la stat de 93% des foyers équipés. Alors forcément, si l'accès est universel, la seule pénibilité restante c'est la qualité du débit, mais là aussi les stats nous donnent 99% de couverture ADSL et 80% pour la fibre, donc on est pas mal. En gros, mater un film ou se poser un son en streaming en France en 2024, E.T. zizi. Un accès sans contrainte à une quasi-infinité d'œuvres et autres produits culturels, c'est sur ça qu'Internet s'est vendu, il faut le dire, ça claque. Surtout que les serveurs qui hébergent ces données sont bétonnés avec des dizaines de backups, alors que moi, si je raye mon CD, je peux me le ranger dans l'épicentre. Alors, pourquoi j'essaye quand même de m'en passer ? Générique. Mais t'as pas de générique ! C'est vrai. Bon, pour avoir une réponse claire, faut déjà identifier son sujet, de quoi on parle concrètement. Alors c'est du droit, donc on va synthétiser, et je vous l'annonce d'avance, ça va être très approximatif. Pour se référer à l'achat d'œuvres culturelles, on parle de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, donc, c'est un grand domaine légal qui se divise en deux branches. D'un côté, on a la propriété industrielle, et de l'autre, la propriété littéraire et artistique, qu'on appelle plus simplement PLA. La PLA en question, c'est celle qui va nous intéresser ici. Elle concerne tout ce qui touche à l'artistique, à savoir la littérature, le cinéma, la mode, même les numéros de cirque d'ailleurs, et enfin et surtout, les logiciels. Et oui, les jeux vidéo étant des logiciels, la loi les considère officiellement comme étant de l'art. C'est pas moi qui ai dit. C'est moi qui est content. Bon après ça veut aussi dire qu'ils considèrent Photoshop ou la machine à caca comme de l'art, donc on s'emballe pas, mais voilà Nardine, ça fait plaisir. Et la PLA, elle dit quoi ? Je vous la fais en très bref, parce que moins j'en dis, moins je risque de dire de conneries, mais en gros, la propriété d'une œuvre, elle revient à son auteur, point barre. Quand vous achetez un bouquin, vous achetez l'accès à ce qu'il y a dedans, mais à aucun moment vous n'en êtes propriétaire. Vous pouvez pas décider de le photocopier en 10 000 exemplaires et de le distribuer à tout le monde en votre nom. C'est non. Ce que vous possédez, c'est le support sur lequel cette œuvre est stockée. En l'occurrence ici, du papier imprégné d'encre arrangé pour faire des lettres, le tout avec une jolie couverture. Ça, c'est à vous, et vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez vendre ce support, cet exemplaire-là bien précis, aucun problème. Même si, du point de vue de la loi, on peut pas faire ce qu'on veut non plus pour pas tomber dans le recel, dans les faits, la revente d'occasion, c'est très largement toléré. Et pourquoi c'est si encadré ? Simplement parce que la propriété intellectuelle, elle s'accompagne de l'énorme avantage du droit d'exploitation. En gros, si vous êtes l'auteur d'une œuvre, vous êtes le seul à avoir le droit de faire du bis dessus, ou d'en accorder explicitement les droits à un tiers selon vos termes. En clair, la nuance importante, c'est que bien avant l'apparition du jeu vidéo et du côté immatériel de ses bits et de ses octets, la loi séparait déjà bien distinctement l'œuvre, d'un côté, qu'elle qualifie elle-même d'œuvre d'esprit, qui est une œuvre immatérielle,
et le support sur lequel celle-ci est vendue, qui est un truc beaucoup plus tangible. Et que ce soit bien clair, vous n'achetez jamais une œuvre, mais toujours le support sur lequel un accès vous y est octroyé. Un peu comme un ticket d'entrée dans un musée valable à vie, ou jusqu'à contre-ordre du propriétaire du musée. Un contre-exemple très connu, c'est celui de la peinture, qui est un domaine dans lequel on peut acheter les œuvres pour de vrai, en devenir réellement propriétaire. Mais là, ça parle en dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, donc effectivement, on voit bien la nuance. Mais c'est un cas particulier, et franchement, on va pas s'arrêter dessus. Partant de là, on comprend vite le parallèle. Quand vous achetez un CD, un DVD ou un jeu vidéo, vous achetez le support physique sur lequel il est stocké, mais ce qu'il contient ne vous appartient absolument pas. Jamais. D'ailleurs, petite digression, quand vous achetez ces objets, la plupart du temps, ils sont cellophanés, c'est-à-dire recouverts de cellophane. Et ben, en fait, c'est absolument pas pour garder le jeu en bon état, c'est pour prouver qu'il est neuf et donc faire fonctionner ce qu'on appelle le shrink wrap licensing, une pratique assez controversée mais pourtant bien établie aujourd'hui. En gros, quand vous achetez ces trucs-là, vous devez vous engager contractuellement à, par exemple dans le cas d'un DVD, ne pas le partager en masse, ne pas organiser de séances de visionnage rémunérées, etc., etc. Sauf que pour que cet engagement soit valable, il faudrait qu'on vous fasse signer un contrat, ce qu'on fait pas à chaque fois, parce que bon, flemme, paperasse énormissime, pas le temps, et puis surtout très dissuasif à l'achat. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce cellophane qui, si vous l'enlevez, revient aux yeux de la loi à signer un accord d'utilisation. Dans le cas d'un jeu par exemple, on parle de contrat de licence utilisateur final, donc des CLUF, et faute de mieux, on considère que vous en signez un chaque fois que vous arrachez le cellophane d'un de vos jeux. Bon, on est d'accord, à ce stade-là, je passe pour un paf avec mes jeux, hein. Mais vous vous doutez bien, je vais quelque part avec tout ça, hein. Je fais pas une vidéo d'1 heure juste pour me faire passer pour un con. Si je veux me tabasser les boules au rouleau à pâtisserie, je suis assez grand pour le faire tout seul. Bon, on a clarifié 2-3 points fondamentaux. Maintenant que c'est fait, on va se concentrer non pas sur l'œuvre en question, mais plutôt sur le support utilisé. Parce qu'au final, c'est ça qu'on collectionne. Alors, historiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, surtout si on étend la réflexion au-delà du JV à l'ensemble des arts industrialisés. Musique, séries, films ou jeux, tous ces trucs-là, je les appelle des produits artistiques, des œuvres d'art d'une part, mais aussi des produits de consommation. D'ailleurs, c'est assez intéressant de se rendre compte que ce qu'on considère comme de la pop culture, avec ses groupes cultes, ses films cultes ou ses mangas cultes, finalement c'est ça, c'est de l'art industriel. Parce qu'une œuvre qui claque, c'est cool, mais qu'une œuvre qui claque et que tout le monde peut acheter, rinçant au passage son auteur et le gentil éditeur qui a rendu tout ça possible au passage, c'est mieux. Bref, retour au sujet, si on se recentre sur le JV, pour savoir sur quoi on stocke, faut se demander de quoi est faite l'œuvre. Pour un bouquin, ce sont des mots. On a donc le choix entre l'écriture, et donc l'imprimerie qui a fait ses preuves, ou bien les livres audio qui nécessitent une technologie plus poussée pour stocker du son, et en plus altérant l'œuvre puisqu'elles font intervenir un compteur tiers. Pour la musique, ce sont des sons, justement. Il faut donc trouver de quoi stocker soit un enregistrement de gens qui jouent, soit une partition, pour l'électro par exemple, et de quoi retranscrire tout ça aux oreilles de l'auditeur. Pas simple, mais courant 20e, on aura les phonographes et autres vinyles qui aboutiront finalement sur les cassettes, puis ultimement sur le numérique et donc des bits et des octets. Ensuite, on a le cinéma, et là, il va falloir coupler le son à l'image. Et là, ça va devenir compliqué parce que stocker l'œuvre ne sera plus suffisant, il faudra aussi trouver où diffuser ces images. Alors initialement ça se limite aux salles de projection sur toile, puis la démocratisation de la télé va faire que le tout venant va enfin avoir accès à un support de visionnage, et donc on n'aura plus qu'à régler la question du stockage de l'œuvre. Finalement là aussi ça va beaucoup bouger, entre bobines, cassettes et DVD, avant là aussi de connaître la révolution du numérique qui va convertir tous ces sons et toutes ces images en bits et en octets, lesquels finiront donc eux aussi sur des espaces de stockage informatiques. D'ailleurs, là on parle du numérique comme un avantage surtout industriel, mais en vérité, même pour les artisans, par exemple le réalisateur pour le cinéma, c'est un avantage de zinzin. Rendez-vous compte, on peut tout de suite voir les images qu'on vient de tourner, plus besoin de faire développer sa péloche pendant 4 jours, on peut commencer à monter avant même d'avoir fini de filmer, bref, le temps gagné, il est zinzou. Et enfin, on y arrive, le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qui constitue l'art du jeu vidéo ? Alors réponse courte, une combinaison des 3 autres arts dont on vient de parler, c'est-à-dire l'écriture, la musique et l'image, et à ça on va rajouter l'interactivité, qui est donc la spécificité de ce médium-là, et on va s'arrêter là pour l'instant parce que sinon ça ferait une vidéo de 4 heures, mais pour le coup, c'est un sujet hyper intéressant et on peut très clairement se le garder sous le coude. Toujours est-il que, de par l'histoire même du jeu vidéo, très liée à celle de l'informatique, tout ça se passe directement via bits et octets, même avant l'avènement du numérique. Et comme sans numérique on sait pas stocker proprement son et images, on fait tout ça par ordinateur pour un rendu visuel et sonore qu'on connaît tous aujourd'hui. Ceux qui ont connu éprouveront sûrement de la nostalgie en entendant ça aujourd'hui, et les sonorités 8 et 16 bits ont eu un gros impact sur la scène électro et donc plus tard sur la scène pop, donc très clairement ça a laissé sa trace.
Maintenant, si vous n'avez pas connu ça à l'époque, il y a quand même peu de chances que ça vous parle. Et en même temps, il en fallait bien un pour essuyer les plâtres. Mais ça a existé, et il a donc bien fallu le stocker, pour le vendre. Argent. D'un côté, on a l'arcade, qui stockait ses jeux soit sur des cartes mères énormes, soit sur des laserdiscs encore plus énormes, mais le tout caché dans le gros habitacle qui servait à jouer. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que nous, en tant que particuliers, pouvions acheter. Et en des temps immémoriaux, quand vous achetiez un jeu, vous achetiez le plus souvent ça. Véridique, hein, le joueur du grenier en avait parlé dans une vieille vidéo d'ailleurs. À l'époque, pour jouer à un jeu vidéo, il fallait acheter le bouquin qui contenait le code du dit jeu et tout recoder soi-même dans sa machine. Non mais la déterre en uranium des gens qui voulaient geeker quoi. Mais bon, très vite, on se rend compte qu'on vendra jamais des brouettes de jeux comme ça, donc on se dit que vendre des jeux déjà codés et compilés pour avoir plus qu'un exécutable à lancer, ce serait quand même pas mal. Donc après les bouquins, on se dit qu'on va cadrer un peu et vendre ça sur un support au propre, la disquette. Et ouais les plus jeunes, à la base une disquette c'est ça, c'est pour ça que vos parents vous regardent de travers quand vous annoncez fièrement avoir glissé vos plus belles disquettes à votre crush. C'est chelou. Mais la question de la propriété intellectuelle revient alors sur le tapis sous la forme du piratage. A l'époque c'est un vrai fléau, hein. Les logiciels s'échangent beaucoup sous le manteau et des développeurs doivent quitter l'industrie de force faute de vente, alors que leur jeu est un succès critique joué par des milliers de gens. Aujourd'hui on manque un peu de recul et de transparence pour se prononcer définitivement sur le sujet. C'est pas ouf, mais ça se discute. Mais à l'époque on est sur une industrie naissante avec très peu de moyens et beaucoup d'investissements personnels de la part des développeurs, c'est une catastrophe. Et si je dis qu'aujourd'hui ça se discute, c'est pas pour faire l'apologie du piratage, mais parce que de récentes études démontrent que si la protection anti-piratage évite environ 20% de pertes économiques dans les 12 premières semaines de commercialisation d'un jeu, au-delà ces effets seraient quasi nuls. Bref, il va falloir cadrer tout ça et ça tombe bien, en 1983 le JV est au bord de l'extinction et Nintendo arrive avec pas mal d'idées qui vont définir ce que sera le jeu vidéo. Parmi ces idées, on a le support cartouche qui permet de stocker beaucoup plus de données et ce sur un support beaucoup moins fragile. Mais surtout, ces cartouches ralentissent doublement le piratage. Déjà, impossible pour le tout venant de simplement extraire les données sur son ordinateur, puisque la plupart des PC sont incapables de lire une cartouche, qui met déjà un premier coup de frein aux pirates amateurs. Mais ça s'arrête pas là, puisque pour les mecs encore plus déter, Nintendo va foutre des puces maison à la fois dans les consoles et dans les cartouches. Et ces puces attesteront de la bonne provenance de la cartouche auprès de la console. Bon, comme pour le passage sur la loi tout à l'heure, je vous la fais courte, ce que je veux faire passer comme idée, c'est que la naissance du jeu vidéo moderne, elle se fait déjà avec une méfiance entre les joueurs et l'industrie. Parce que là d'un coup ça devient très clair. Ok, on cadre l'industrie certes, mais on s'octroie aussi un droit de regard sur ce que vous mettez dans votre console. Jouer à un jeu amateur non approuvé, vous n'y pensez même pas. Mais bon, à ce stade en vrai c'est encore bon enfant, l'industrie et les artisans du jeu vidéo vont grandement en profiter tous les deux, les studios vont se remettre à investir dans la production de jeux, les gens vont recommencer à les acheter, bref, l'industrie renaît et tout va bien, et franchement c'est tant mieux puisque on part quand même d'un postulat où il suffisait de filer sa disquette à n'importe qui pour qu'il duplique le jeu sur son PC. Pas ouf, vous en conviendrez. Mais l'idée est posée, la cartouche ne contient pas que votre jeu. Bon, la suite est assez classique, dès 1990 on va changer de support pour avoir plus de place, on va passer sur le format CD, et ce sera l'occasion d'y foutre de nouvelles mesures anti-piratage, qui tiendront de toute façon encore une fois que quelques mois, mais c'est pas très grave, le but c'est pas de faire disparaître complètement la pratique, c'est juste de la rendre suffisamment compliquée pour être dissuasive. En parallèle, l'industrie grandit, et forcément les enjeux économiques aussi, ce qui augmente la tentation des éditeurs d'avoir un droit de regard sur le devenir du jeu après sa vente. Et ouais, parce que le CD c'est aussi et surtout l'occasion d'en foutre plein les yeux en termes de contenu. On passe de 6 mégas pour une cartouche de Super NES à 700 mégas pour un CD de PS1, ce qui fait qu'on peut stocker 116 fois plus de trucs dessus, c'est colossal. Surtout qu'à ce moment-là on le sait pas encore, mais à peine quelques années plus tard, on verra arriver le DVD qui lui passe carrément à 4700 mégas. Qui dit plus de contenu dit forcément plus de créateurs, et c'est le moment où les boîtes vont commencer à énormément grossir en termes d'effectifs, voire même faire appel à des prestations externes. Et pourtant le pognon, il sort pas du cul des poules. Et du coup c'est peut-être le bon moment pour faire un rappel sur la distinction entre un développeur et un éditeur. Pour faire simple, le développeur c'est l'artisan, c'est celui qui fabrique le jeu vidéo. Généralement c'est un studio qui va de 1 à 600 personnes selon les cas, ça peut être très varié. Alors que l'éditeur c'est celui qui paye le studio pour le faire, en échange de quoi il récupère la majeure partie des bénéfices liés aux ventes du jeu, et souvent même la propriété intellectuelle du dit jeu. Comme un producteur de cinéma, l'éditeur a un droit de regard sur le jeu développé et peut choisir d'imposer ses critères arbitrairement sous menace de couper le financement. Ce qui est plutôt chiant parce qu'en général les développeurs apprécient le fait de pouvoir se nourrir. Pour faire clair, c'est l'éditeur qui ramasse la majeure partie du pognon, voire même la totalité, puisqu'il arrive aussi souvent qu'un éditeur fonde des studios en interne et qu'il les rémunère comme de simples salariés, jamais concernés par les recettes des jeux qu'il crée.
Pour prendre un exemple populaire, les développeurs de FIFA sont des salariés d'Electronic Arts, mais ils ne sont jamais devenus riches malgré les revenus générés par les lootbox du mode Ultimate Team qui se comptent pourtant en milliards annuels. Et ce pour la simple et bonne raison que la propriété intellectuelle de la marque FIFA, elle concerne la FIFA dans la vraie vie, et que les droits d'exploitation concernant le jeu vidéo uniquement, ils appartiennent à Electronic Arts, pas aux devs. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt d'un éditeur, parce que faire l'acquisition du droit d'exploitation sur une licence aussi prestigieuse que la FIFA, ça coûte une burne, à tel point que même Electronic Arts, avec ses revenus quasi infinis, a fini par jeter l'éponge et a fondé sa propre propriété intellectuelle, Electronic Arts Football Club. Bref, en gros, le taf du studio, c'est de faire le jeu, pendant que le taf de l'éditeur, c'est dans un premier temps de le financer, puis dans un second temps de le vendre pour récupérer ses thunes derrière. Et comme on arrive à l'époque où le CD émerge, il vaut mieux trouver un éditeur avec les reins solides, puisque pour rappel, le CD, c'est 116 fois plus de contenu que sur une cartouche. Ce qui veut pas dire 116 fois plus de travail, mais plus de travail quand même, et donc de main d'œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut comparer le développement de Final Fantasy VI, qui est le dernier Final Fantasy à être sorti sur cartouche, et qui a demandé les efforts de 50 à 60 personnes pendant un an, ce qui est déjà énorme pour l'époque, à la sortie de Final Fantasy VII, qui est le premier Final Fantasy à sortir sur CD, et qui lui aura demandé les efforts de 100 à 150 personnes pendant un an également. Ce qui fait qu'on passe carrément du simple au double, voire au triple. Et si vous voulez un exemple de choses qui prennent plus de place sur un CD que sur une cartouche, on peut parler notamment des musiques, puisque avec le CD, on peut enfin stocker des musiques enregistrées dans le vrai monde de la réalité véritable sur un CD et la foutre dans le jeu. Et ça, pourquoi c'est cool ? Parce que si vous avez une bonne trésorerie ou, comme on le disait tout à l'heure, un bon éditeur, vous pouvez vous payer des bandes-son de zinzin. Et là, les gens qui ont eu une enfance heureuse me voient venir, on pense forcément au Tony Hawk Pro Skater qui se tapait pêle-mêle du Rage Against the Machine, du Motorhead, du Primus, du Ramones ou même du Red Hot Chili Peppers. Et dur de faire l'impasse sur la bande-son des deux premiers Need for Speed Underground qui s'offraient du Skin Dread, du Queen of the Stone Age, la légendaire reprise des Doors par Snoop Dogg ou même l'intemporel Get Low de Lil Jon. Non mais je veux dire, écoutez-moi ça là. Ça a quand même une autre gueule que ça, là. Et je sais que certains préféreront la deuxième, mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, si vous avez pas connu ça étant gamin, je pense que 95% des gens préféreront la première, je suis désolé les copains. Et là on commence à parler d'un sujet dans un sujet. L'art dans l'art. Le copyright dans le copyright. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi pendant 20 ans Malcolm était indétrônable à la télé mais introuvable en DVD ? Et là, attention, je vous parle de Malcolm, mais le cas est très classique, c'est juste que pour Malcolm c'est cocasse parce qu'étant donné la popularité de la série en France, qui choque même les Américains d'ailleurs, il se serait fait dorer la couille en vendant des coffrets DVD. Mais le problème, c'est bien ce dont on parle depuis le début, la série a négocié le droit d'exploitation de certaines musiques très connues, mais ces droits d'exploitation mal négociés ne concernaient que la télévision, ce qui rendait impossible l'utilisation de ces musiques pour une sortie en DVD. L'idée, comme d'hab, c'est de faire un max de blé, donc plutôt que d'accorder les droits de manière illimitée, on va chercher à baliser l'utilisation qu'on en autorise avec un maximum de critères. Et là, on commence à chatouiller le problème du bout du doigt, vous devez commencer à le sentir venir. Le problème, pas le bout du doigt. Parce que dans les jeux, c'est pas tellement le type de format qui va jouer dans les négociations. C'est un format unique, c'est de la vente, à l'époque en tout cas, donc les jeux, on les achetait et c'était marre. Du coup, pour pas filer les droits sans condition, les maisons de disques jouaient sur d'autres aspects, notamment la durée des droits d'exploitation, et c'est pour ça que les droits accordés avaient une durée effective de 1, 2 ou 3 ans, et qu'au-delà de cette durée, la commercialisation du jeu devait cesser, ce qui signifiait ni plus ni moins plus de réédition possible une fois les stocks épuisés. Digression. Dans le même registre, si vous vous demandez pourquoi c'est Sony qui a les droits de Spider-Man alors que tous les autres Marvel appartiennent à Disney, c'est simplement parce que Sony a négocié un contrat sur les droits d'exploitation cinématographique de Spider-Man pour réaliser les films de Sam Raimi en 2001, le tout sans date limite. Et je rigole même pas, à l'époque pré-MCU, Marvel était dans une sauce de fou, et ils ont vendu les droits à durée indéterminée à Sony pour 7 millions de dollars. Non mais la gueule du braquage. Mais, ils ont quand même mis une condition dans le contrat. La seule clause, c'est que pour garder les droits, Sony doit produire au moins un film issu de cette franchise tous les 5 ans. Raison pour laquelle vous vous tapez des Venom, des Morbius et autres Madame Web sans que personne ne les ait jamais demandé. Parce que même si le film bide, 80 millions de budget ça paraît risqué, mais en soi c'est dérisoire quand on sait que c'est surtout pour garder les droits de Spider-Man pendant 5 autres années. Bon bref, retour à l'utilisation de produits copyrightés dans les jeux. En soi, ça va. Il suffit de prévoir un bon gros stock de jeux, de négocier les droits suffisamment longtemps pour avoir le temps de faire une suite. À cette époque-là, ça prend entre 1 et 2 ans, et normalement, ça roulotte. Enfin, ça roulotte.
Oui et non. En vérité, je le sais, vous le savez, ils le sachent, le monde s'apprête à connaître un gros bouleversement, voire même une révolution comparable à celle de l'imprimerie. Internet. Allez, promis, on se rapproche du but. À la base, moi, je voulais juste montrer mes jolis objets. Et devenir cosmonaute. Là, on est dans les années 2000, Internet, ça se répand comme la ch'touille à Mykonos, et bientôt, toute la France sera équipée. Toutes? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à La fibre. Et il fallait que ce soit le mien. Pourquoi ça nous concerne? Bah pour faire simple, pour tout. En fait, à partir d'Internet, tout change. Déjà, le piratage revient en force, principalement sur PC en premier lieu, mais pas seulement, puisqu'il sert aussi d'espace d'échange entre les individus, échange qui peut concerner les moyens de craquer des consoles ou les jeux qui vont dessus. Conséquence, la défiance des éditeurs augmente. Encore. Autre changement crucial, l'utilisation de contenu copyrighté change aussi. Avant, il fallait retirer le jeu de la vente, maintenant on peut simplement le patcher. Bon, pour faire simple, un patch c'est une mise à jour du jeu à l'initiative exclusive du développeur ou de l'éditeur, jamais du joueur. Le joueur, s'il veut réclamer un changement dans son jeu, il a aucun moyen si ce n'est de gueuler comme un putois sur les réseaux. Et ce patch, il peut servir à plein de trucs, corriger des bugs, mettre à jour le jeu, rajouter du contenu, en enlever. Et ben oui, si les droits d'une musique sautent, pas de souci, on fait un patch pour les enlever, et merci bonsoir. Alors dans les faits, heureusement, c'est assez rare au début, mais petit à petit, l'idée qui va faire du chemin, c'est qu'un jeu commercialisé ne le soit pas forcément dans son état définitif. Et ça va amener bien des problèmes, mais je vous le dis, on n'a pas le temps maintenant. Mais peut-être un jour, peut-être. En attendant, Internet ça change le rapport au piratage et au contenu copyrighté, mais pas que. Et oui, dernièrement, mais pas des moindres, l'application de toutes les mesures de protection et d'application des droits d'auteur change radicalement puisque, enfin, le support physique n'est plus une nécessité, place au téléchargement. Une pièce remplie de serveurs ventilés et sécurisés, et c'est parti. N'importe qui peut acheter votre jeu depuis presque n'importe où, mais surtout à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais surtout, jusqu'ici, quand vous achetiez un jeu en magasin, l'industrie fonctionnait sur le principe de la shrink wrap license, le coup du cellophane dont je vous parlais quelque part entre la poudre à canon et le christianisme, mais tout ça c'était surtout un moyen transitoire de vous faire signer ce qu'on appelle les CLUF, donc le contrat de licence utilisateur final. Mais maintenant, finito pipo, 3 clics, vous rentrez votre numéro de CB, vous cochez la fameuse case statuant que vous acceptez les CLUF évidemment, et paf, en quelques minutes, voire quelques jours selon le débit, vous aviez tous les bits composant votre jeu enregistrés sur votre disque dur, plus besoin de CD. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler de jeux dématérialisés, sous-entendu des jeux non physiques, ce qui est effectivement un abus de langage, puisque comme je le répète depuis 20 minutes, les jeux n'ont jamais été matériels, seul leur support de stockage l'était, mais vous avez l'idée, vous claquez de l'argent et vous obtenez des données, rien de tangible, rien à tenir dans vos mains. Ça y est, le démat tel que nous le connaissons aujourd'hui était né. C'était une fille, elle s'appelait Isabelle, elle était ravissante. Ça a été très progressif, mais les habitudes de consommation ont changé, et petit à petit, les gens ont commencé à délaisser les copies physiques au profit du dématérialisé. Alors, vous avez-il raison? Vous avez-il tort? Eh ben c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est l'heure du duel. Oula, bah. Qui dit plus de contenu dit plus de créateurs. Ouais, mais si je lis pas ma phrase, comment je peux la connaître? Et du coup, c'est peut-être le bon moment pour faire un rappel sur la nuance entre un éditeur et un développeur. Mais lis tes phrases, Mehdi, putain, c'est un truc de fou. Ceux qui ont connu éprouveront sûrement... Mais oh, c'était si bien passé. Véridique, le VDG, le voir du grenier. Véridique, le JDG l'avait d'ailleurs... Oula, la 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 la. Bon après, ça veut aussi dire qu'il considère Photoshop ou la machine à caca comme de l'art, donc on s'enflamme pas. Mais voilà Nardine, ça fait plaisir. Entre une œuvre qui est immatérielle et qu'elle qualifie elle-même comme œuvre d'esprit, et d'un autre côté, le support... la loi faisait déjà bien la distinction entre d'un côté l'œuvre qu'elle considère comme immatérielle, qu'elle traite elle-même d'œuvre d'esprit. Mais j'avais bon, pourquoi je m'ai stoppé? En clair, la nuance importante c'est que bien avant l'avènement du jeu vidéo, j'ai fait des grandes phrases dans celui-là, je vais me détester.
Aujourd'hui, Disney+, Deezer ou Steam ont largement supplanté l'idée d'acheter des... Oh là là. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui, parce que visiblement, je fais pas partie de la majorité à l'aise à l'idée de se dire qu'on n'a plus rien. Ah, dommage. Aujourd'hui, Disney+, Steam ou... Ah, mais merde. Bon, on a clarifié 2-3 points fondamentaux pour la suite. Fondamentaux. Mais peut-être un jour, peut-être. En attendant, Internet, ça change le rapport au